Antoine and Sam, can you join me on stage, wherever you want? Là où vous voulez, installez-vous. Bien. Nous allons parler de la compétition mondiale en intelligence artificielle. Again, to be more efficient in our... Une fois de plus, par souci d'efficacité, je vais passer à l'anglais, nous dit l'orateur, si ça vous convient. So, Bienvenue, Sam, Antoine. Antoine, vous êtes le président du CNRS et chercheur, Centre national de la recherche scientifique, que l'on ne présente plus, et vous êtes également enseignant en informatique. Et Sam, vous êtes entrepreneur américain, investisseur, programmeur, blogueur et le président de Y Combinator et le co-président d'OpenAI. Alors, ma première question est pour vous, Sam. Vous êtes le président de OpenAI, qui est une entreprise à but non lucratif, qui a pour but de promouvoir de l'IA qui soit facile d'utilisation, conviviale. Alors, ma première question, c'est que pensez-vous de la recherche et de l'ouverture de la recherche par rapport à ce qui a été dit précédemment dans le panel, si vous le voulez bien? Oui, alors je rejoins absolument ce qui a été dit précédemment. Si l'on y arrive tous ensemble dans le domaine, ça peut être l'une des plus grandes révolutions de l'histoire de l'humanité. Et franchement, les probabilités sont assez bonnes. Et les probabilités sont bonnes aussi pour que cette révolution puisse bénéficier à tous les membres de la société de l'humanité et pas seulement un petit groupe d'êtres humains. Et ce qui compte énormément pour nous, c'est de parvenir à réussir dans ce domaine pour tous et grâce à tous. Et si on n'y parvient pas, si on ne trouve pas un moyen ou de nouveaux moyens de penser la structure de nos gouvernances et le déploiement des technologies pour le monde entier, eh bien là, nous seront confrontés à un avenir qui représentera un très petit nombre de personnes et donc l'inégalité aussi sera à une échelle sans précédent. Et donc les divisions aussi, absolument, les divisions. Intéressant, merci. Antoine, vous êtes le président du CNRS, premier observateur de la compétition entre pays en termes de recherche et d'IA. D'après vous, qui est en tête de cette concurrence? Est-ce que ce sont les États-Unis, la Chine, l'Europe, les startups, les géants de la technologie, l'industrie? Pour le moment, c'est pas nous. C'est pas nous, sinon on n'aurait pas organisé cette journée. Il y a des pays comme des grands pays comme la Chine ou les États-Unis qui sont devant nous. Il y a aussi des pays plus petits, on en a parlé, Israël, la Corée du Sud, Singapour Canada, probablement, qui sont aussi devant nous. Simplement, je pense que grâce à l'événement d'aujourd'hui, les choses peuvent changer. Dans l'événement d'aujourd'hui, ce qui me semble important, c'est la qualité des débats qu'on a pu avoir ce matin, aussi le fait qu'on va avoir un rapport. Alors, c'est pas seulement le rapport, parce qu'en France, on est assez fort pour avoir des rapports et qu'il ne se passe rien après. C'était il y a longtemps. En fait, c'est pas si longtemps que ça, c'était juste il y a un an. Là, non seulement on a un rapport, mais la présence des ministres et cet après-midi, la présence du président de la République montre qu'il y a une prise de conscience grâce à un travail d'un tas de gens qu'il faut remercier. Et je crois qu'on va se donner enfin les moyens de profiter de la qualité qu'il peut y avoir en France, qualité qui a déjà été reconnue, puisque les grands groupes étrangers qui viennent s'installer en France, ça a été expliqué ce matin, viennent parce qu'il y a des talents en France, des talents en mathématiques, des talents en informatique, mais aussi, on ne l'a peut-être pas assez dit, des talents en sciences humaines et sociales, parce que toutes les questions d'intelligence artificielle qui vont se trouver devant nous vont aussi, pour beaucoup, nécessiter des coopérations entre ces mathématiciens, ces informaticiens, ces spécialistes de sciences humaines et sociales, à la fois dans la recherche académique et aussi dans la recherche industrielle. Et ça, je pense que c'est le prochain challenge pour la France, c'est faire en sorte qu'il y ait plus d'industriels français qui s'impliquent dans le domaine de l'intelligence artificielle. On a parlé de Facebook, on a parlé de Huawei, on a parlé de Samsung, on a parlé de Google qui sont installés en France. Je pense que c'est une chance pour notre pays, mais il faut aussi que les industriels français prennent la mesure des enjeux. Sam, you want to add something? Sorry, say it again. I was listening to that. Sam, vous voulez ajouter quelque chose? Avez-vous quelque chose à ajouter, principalement sur cette question de la concurrence entre les pays et là où se trouvent les pays, ou l'équilibre des pouvoirs en termes de recherche en IA?
et la France, s'il vous plaît. La concurrence entre les pays, c'est dangereux, de mon point de vue. Le scénario qu'il faut éviter à tout prix, c'est cette course à l'armement international. S'il y a bien un moment pour faire preuve de coopération internationale, c'est maintenant. Maintenant ou jamais. Et pour optimiser nos chances d'un développement inoffensif et sûr de l'IA, c'est tout le contraire d'une course, parce que la course, c'est oublier la sécurité. On pense à ses intérêts nationaux avant tout. Alors je suis toujours content d'entendre que davantage de pays s'y intéressent et prêtent un grand intérêt à cela. La France, le Canada, on en a parlé, on en parle, tant mieux. Je ne sais pas pourquoi la plupart des chercheurs sont français, mais c'est tant mieux, c'est super. Mais c'est absolument essentiel de rassembler la communauté internationale et non pas de traiter ce sujet comme une source de concurrence et de compétition. Merci. Pour vous deux, quels sont les principaux défis à l'avenir pour l'IA, Antoine? Comme ceux qui ont été évoqués ce matin, mais pour moi, il y a un des grands challenges, c'est ce que j'ai rapidement évoqué tout à l'heure, c'est les interactions qu'il peut y avoir entre les sciences dures, disons, et les sciences souples. Et puis, un autre challenge fondamental, c'est les questions d'éthique. Alors, sur les questions d'éthique, une remarque décalée, c'est qu'il faut faire attention que la France et l'Europe ne deviennent pas les spécialistes de l'éthique pendant que les États-Unis et la Chine font du business et créent des emplois. Donc, il faut pas donc faisons attention à ça, parce qu'on peut faire des trucs comme ça chez nous, ça. Donc, il faut faire de l'éthique et du business. D'accord ? Et sur l'éthique, par rapport aux discussions qu'il y a eu ce matin, il y a quelque chose qui m'a un peu frappé, c'est je ne crois pas que l'éthique soit un concept universel. Et donc, le AI for Humanity, c'est très joli, c'est très sympathique, c'est très marketing, mais ça laisse croire qu'il y a l'humanité qui serait avec les mêmes valeurs d'éthique, de démocratie. Peut-être ça sera le cas un jour, mais aujourd'hui, à ma connaissance, ça ne l'est pas. Et donc, je pense que c'est vraiment important qu'on définisse en France et peut-être en Europe quelle éthique nous voulons. Et il ne s'agit pas de dire que notre éthique est mieux ou moins bien que l'éthique des voisins. Mais par exemple, la notion d'identité en Chine n'a rien à voir avec celle qu'on peut avoir en Europe. Si vous avez WeChat en Chine, vous êtes identifié par votre pièce d'identité. Et donc, il n'y a pas de fraude possible et il n'y a pas d'ambiguïté possible. Et les Chinois sont très contents quand ils rentrent dans un magasin où ils ne sont pas connus, qu'on les accueille en disant « Bonjour, monsieur Li ». Moi, si on m'accueille dans un magasin où je ne suis pas connu, on me dit « Bonjour, monsieur Petit », je me barre en courant. Et donc, je voudrais vraiment insister sur le fait qu'il nous appartient à nous, la France, nous l'Europe, de définir les règles d'éthique qui nous semblent importantes et qu'on soit capable de faire en sorte que ces règles d'éthique soient respectées. Et encore une fois, il ne s'agit pas de dire que nos règles sont mieux ou moins bien que celles des autres, mais je crois qu'on ne peut pas vivre dans un leurre qui consisterait à dire qu'il y a une espèce de règle éthique universelle qui va s'appliquer à tout le monde. Encore une fois, si on en était là, il y aurait plus de démocratie sur la planète. Thank you. Merci. Sam? I'll speak about sort of technology. Moi, je voudrais parler des défis technologiques et des défis en politique publique qui en découlent. Comme vous l'avez probablement remarqué aujourd'hui, on est capable de créer des systèmes d'IA qui sont capables d'une grande complexité et d'opérations très difficiles. Et pour autant, on est encore en échec pour certaines choses qui sont d'une simplicité enfantine. On n'a pas réussi jusqu'à présent à créer un système d'IA qui sache tout faire. Et donc, la compréhension conceptuelle, le raisonnement, c'est l'un des domaines principaux dans lequel on essaye d'évoluer et sur lequel beaucoup de gens, sans beaucoup de progrès malheureusement, travaillent depuis des années. Les logiciels, les machines spécialisées pour la modélisation, c'est un domaine de recherche extrêmement important qui devrait porter des fruits. J'y crois vraiment, prochainement. Et du point de vue des politiques, en fait, les choses bougent à une telle vitesse. Ce qui sera possible demain est si différent de ce qui est possible aujourd'hui que j'ai peur de la capacité de nos systèmes gouvernementaux à suivre le rythme. Si aujourd'hui vous le vouliez, vous pourriez tout simplement libérer un ensemble de microbes à Paris qui ont pour mission de reconnaître un visage, de l'atteindre et vous pouvez faire énormément de mal à quelqu'un. Et je ne connais pas la solution
pour empêcher cela. Je n'en ai même jamais entendu parler. Et donc, on a comme ça des images de choses qui seraient extrêmement terrifiantes, extrêmement dangereuses. Les choses vont évoluer à une vitesse telle du point de vue technologique que je doute que nos systèmes réglementaires et politiques soient capables de suivre le rythme. C'est ça qui m'inquiète. Du point de vue des politiques publiques, le défi, c'est la vitesse à laquelle on va réussir à faire évoluer nos réglementations et nos politiques. Et c'est comme ça qu'on verra à quelle vitesse on sera capable de changer le monde aussi. Et puis à long terme, à plus long terme, comment faire lorsque les systèmes vont devenir plus intelligents que les humains dans de nombreux domaines, voire dans tous les domaines? Comment veiller à ce que l'on soit en accord, en conformité avec ce que souhaitent les humains et pas avec un système unique de désir et d'éthique, une sorte de moyenne. Merci beaucoup. D'après vous, et peut-être Antoine, vous pouvez commencer, quels sont les principaux obstacles à lever pour avoir, en fin de compte, une IA à échelle, et quel est le rôle des décideurs politiques pour que ça profite à toute la société? Que ce qui est essentiel, c'est qu'on construise une intelligence artificielle qui bénéficie effectivement au plus grand nombre et qui ne soit pas accaparée par quelques États ou quelques grands groupes. Et ça, par rapport aux discussions qu'il y a eu ce matin, il me semble que parfois on imagine un peu les AI comme des espèces de martiens qui vont débarquer et qui vont s'imposer à nous. Je pense que la chose la plus importante, c'est, je crois, de définir quelles valeurs nous voulons, quelle société nous voulons, et ensuite de construire l'AI qui nous permet d'atteindre ces valeurs. Et pas de laisser penser que c'est les valeurs de l'intelligence artificielle qui vont s'imposer à nous. Et je crois que ça, c'est vraiment un élément important qui rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'encore une fois, les valeurs, elles ne sont pas universelles. Et il y a un rôle qui est, de mon point de vue, extrêmement important pour le pouvoir politique. Prenons un seul exemple, qui est un domaine qui a déjà été évoqué ce matin, c'est celui des données de santé. On a en France un système de soins qui, de mon point de vue et de l'avis de beaucoup, est quand même assez exemplaire. Si demain, on ouvre toutes les données de santé à un opérateur étranger, qu'il soit chinois, américain ou je ne sais quoi, quelle est la garantie que dans 5-10 ans, notre système de soins soit encore celui qu'il est actuellement? Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas clair, parce que les motivations des uns et des autres ne seront pas les mêmes. Et donc, je crois vraiment que c'est important qu'on comprenne que le monde numérique qu'on est en train de se construire, c'est à nous de le définir. Et pas penser qu'il va nous être imposé par je ne sais qui. Ça veut dire qu'il faut aussi l'expliquer au commun des mortels, parce que là, on a une assemblée où le niveau d'études doit être à bac plus 52 en moyenne. On n'est pas les vrais gens, d'une certaine façon. Les vrais gens, ça rejoint ce que disait l'orateur précédent, qui voulait expliquer ça à sa grand-mère ou à son grand-père. Je crois que c'est vraiment important que les gens comprennent que l'intelligence artificielle, ce n'est pas un truc qui va s'imposer à eux. Tout à l'heure, par exemple, le ministre a dit « les algorithmes décident ». Avec tout le respect que je dois au ministre, non, les algorithmes ne décident pas. Et il ne faut surtout pas arriver dans un monde où les algorithmes décident. Je veux dire, après, il y a des gens qui peuvent décider, mais l'algorithme peut faire des recommandations. Mais je pense que c'est extrêmement important que si l'algorithme, entre guillemets, décide, je comprends bien ce qu'il a voulu dire, il faut que les critères sur lesquels il décide, ce soit nous qui les ayons définis. On a parlé beaucoup de machine learning, qui est expliqué que le machine learning convient à optimiser un certain nombre de critères, mais les critères qui doivent être optimisés, c'est à nous de les définir. Et pour moi, c'est ça le vrai challenge, c'est faire en sorte que cette intelligence artificielle, elle profite au plus grand nombre, comme je disais, et que pour qu'elle profite au plus grand nombre, je pense qu'il faut qu'elle soit comprise et acceptée par le plus grand nombre, ce qui nécessite sûrement un effort d'éducation absolument important. Pour le moment, la France fait quand même des parties des pays où l'éducation au numérique est quand même encore balbutiante, même s'il y a des gros progrès qui ont été faits. Je pense qu'il faut éduquer plus de gens, parce que non seulement pour former les talents qu'on évoquait tout à l'heure et que les entreprises viennent chercher, mais pas seulement. Il faut aussi éduquer les gens pour qu'ils aient les clés pour comprendre le monde numérique dans lequel ils vont vivre, le monde dans lequel l'intelligence artificielle, elle va être à leur service et pas le contraire. Maybe I add one question to you. Alors, je rajoute une question. Alors, c'est pas une question de contradiction, mais peut-être que par rapport au début, il y a ce que vous disiez. Eh bien voilà, nous ne devrions pas être les spécialistes de l'éthique et tous les aspects commerciaux, on devrait le laisser aux autres pays.
Et là, maintenant, vous nous dites qu'il faut absolument contrôler, réglementer. Donc, c'est pas une contradiction, mais La vraie question, c'est où on met le curseur. Je pense qu'on ne peut pas tout réguler, sinon on ne serait plus en démocratie, on ne permettrait pas de créer de la valeur et des emplois. Et on sait bien que les startups qui se créent souvent sont des gens qui arrivent à trouver un petit biais et d'être capables de faire du business à partir du moment où on n'en avait pas. Mais d'un autre côté, je pense que si on ne régule pas du tout, au moins dans un premier temps, il y a les risques que j'ai évoqués. Le système de soins français, je reprends cet exemple-là, on peut reprendre le système de l'assurance. Je crois qu'aujourd'hui, il ne faut pas être naïf, on n'est pas dans un monde qui est international, on est dans un monde avec des jeux de pouvoir, et que si on veut que la France et l'Europe continuent à pouvoir créer de la valeur et des emplois et continuent à garder les valeurs qui sont les leurs, alors il faut réguler un peu. Et vous avez raison, la vraie difficulté, ça va être de mettre le curseur au bon endroit. Mais le mettre à un extrême, dans les deux cas, serait à mon avis une erreur dramatique. Thank you. Sam, on both topics actually, the how to. Sam, sur la plupart des sujets, en fait, quel est votre avis? Comment tirer profit pour la société des IA et où placer le curseur? Bien, lorsqu'on est dans une démocratie qui fonctionne, en tout cas du point de vue théorique, ce que souhaitent la plupart des gens ou ce qu'ils pensent vouloir, ce sont ces types de réglementations. D'ailleurs, dans l'histoire, lorsqu'une nouvelle technologie pouvait bénéficier à la société, les gens la voulaient. Et le désir semble être une force supérieure à toute autre force. Évidemment que les gens veulent de l'équité, de l'égalité, mais dans toute l'histoire de la technologie, on observe qu'avec l'arrivée d'une nouvelle technologie qui présente un avantage considérable pour la vie des gens, où ils puissent vivre une vie meilleure en dépensant moins, eh bien, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il n'existe pas, en tout cas moi je n'ai jamais vu ou étudié un gouvernement qui soit capable de résister à cette force-là pendant suffisamment longtemps. Et dans l'absolu, c'est plutôt bien. La vie des gens s'est nettement améliorée. Malgré toutes les contraintes du capitalisme et de la technologie, on a rarement autant sorti les gens de la pauvreté, et je ne pensais pas qu'il y a quelques centaines d'années, on tirerait autant les gens de la pauvreté, par exemple. Alors, on a tendance donc à se tourner vers ce qui produit de la valeur économique et ce vers quoi les gens tendent et aspirent. Ceci ayant été dit, il y a évidemment un grand nombre de conséquences néfastes. Et là, on commence un débat auquel participent énormément de gens et auquel ont commencé beaucoup de gens dès les prémices de ce débat, à savoir qu'est-ce que cela implique, comment ça va se passer. C'est un débat essentiel, mais les avantages économiques, finalement, sont inarrêtables là. Et sur la question du curseur, je suis d'accord. À savoir qu'il serait idiot de ne pas envisager les conséquences économiques, mais la vision catastrophique que certaines personnes peuvent avoir de l'avenir est assez réelle. Et donc il faut lutter contre cette force naturelle. Il faut éviter de lutter contre cette force naturelle et se concentrer uniquement sur les conséquences économiques. En fait, on a un petit message qui passe avec marqué « Faites durer, le ministre n'est pas là ». Donc, je ne sais pas si c'est l'intelligence artificielle. Ça nous donne plus de temps pour comprendre les choses. C'est pour ça qu'on continue un peu. Ouais, je me permets donc d'insister sur un point qui a été évoqué à plusieurs reprises, mais qui me semble absolument clé. Encore 5 minutes. Donc, on a le temps, c'est formidable. Un point sur lequel, qui a déjà été évoqué, mais qui semble vraiment important, vous parliez des barrières tout à l'heure, c'est les interactions entre le monde académique et le monde industriel. On a fait beaucoup de progrès dans notre pays depuis quelques années. Je pense qu'on a encore des progrès à faire. Je pense qu'il faut qu'on travaille plus ensemble, il faut qu'on se connaisse plus. Et je crois que par exemple les doubles positions qui ont été évoquées par la ministre tout à l'heure et dont Yann Lequin est un vibrant exemple, sont des choses qui n'existent pas assez dans notre pays, que rien aujourd'hui n'empêche de les mettre en œuvre. Mais je pense qu'être capable d'avoir des gens qui sont à une même période de leur vie à temps partiel dans l'université ou au CNRS ou à INRIA, à temps partiel dans l'entreprise,
c'est quelque chose qui est tout à fait bénéfique pour tout le monde. C'est vraiment win-win-win au sens où c'est win pour l'entreprise, c'est win pour l'institution qui les emploie et c'est win pour la chercheuse ou le chercheur impliqué. Et c'est quelque chose qu'il faut vraiment qu'on réussisse à développer. Et je pense que je ne pense pas, je sais que c'est un système qui est beaucoup plus répandu aux États-Unis par exemple, au Canada également, et sur lesquels je crois qu'il faut qu'on fasse porter un effort particulier. Do you have a point of view on the openness of research? Avez-vous un point de vue sur l'ouverture de la recherche dans l'IA ou un mot à dire sur la recherche ouverte et donc partager la recherche pour mieux la contrôler d'un point de vue public? En général, aussi pour toutes les questions de sécurité qui ont déjà été abordées, il faut qu'on se fasse des chantres du logiciel libre. Tout le monde sait bien que ce n'est pas une garantie. Si je vous donne un code source un peu compliqué, aucun d'entre vous, ou pas beaucoup, seront capables d'aller vérifier qu'il y a des bugs ou pas. Mais si je ne vous donne pas le code, là pour le coup, vous êtes sûr de ne pas y arriver. Le fait que des grandes entreprises comme Facebook, Yann en a parlé tout à l'heure, aient choisi ce modèle montre bien qu'il n'y a pas d'opposition, comme on a pu le croire à un moment, entre le fait d'avoir des logiciels libres et d'être capable de faire du business. Je pense que le business, il est ailleurs. Mais je pense que vis-à-vis de la société en général, il me semble que c'est un modèle, et je dis ça de façon non idéologique, il peut y avoir quelques cas où des licences propriétaires sont tout à fait nécessaires, mais je pense que les logiciels qui vont être utilisés pour le bien commun, ils doivent être en open source. C'est quelque chose qui me semble une évidence. I think we're at the end of this great panel. Ce panel passionnant touche à sa fin. Merci beaucoup à tous les deux. Thank you, Sam. Thank you.